Bonsoir. J'ai finalement renoncé à trouver une définition pour accueillir l'invité de tout à l'heure, parce que finalement tout était beaucoup trop réducteur. Juste vous dire que c'est un voyageur qui sait nous faire voyager, et si une certitude, c'est le seul artiste peintre qui a gagné le Vendée Globe Challenge. Tito Lamazou. Bonsoir à tous. Alors, on s'est un peu parlé pour préparer cette rencontre. Et lorsque je vous ai eu au téléphone, quand on a parlé des passions, vous m'avez dit « Ah non, non, moi, je ne suis pas un passionné et les passions, je m'en méfie. » Je me suis dit « Ça commence mal. » Mais finalement, pourquoi vous vous en méfiez des passions? Parce que j'ai une nature assez, peut-être introvertie, je suis plutôt calme. Et j'ai connu les passions, mais si vous voulez, des passions, j'en ai connues. J'ai été passionné, mais pour moi, c'est un terme qui est probablement un petit peu employé avec des usages un peu étendus aujourd'hui. C'est l'habitude, mais on parle de passion pour chaque chose. Et pour moi, si on parle de l'amour, par exemple, pour moi, une passion, c'est pas l'amour. L'amour, c'est la flamme de la passion, on dit, mais c'est le foyer, l'amour, c'est le feu, justement. Et les passions, c'est les petites étincelles qui sont éblouissantes, mais qui sont éphémères, passagères, et qui peuvent aussi foutre le feu à la baraque en passant. Donc voilà. C'est les excès qui vous inquiètent? On y reviendra sûrement. C'est sur les passions appliquées, les passions quand elles sont prosélytes, les passions quand elles sont fomentées, utilisées, manipulées, et qui ne sont pas toujours, et on y viendra aussi, parce que ça c'est le cœur de mon travail, ce sont des passions qui ne sont pas forcément les vôtres, et qui sont parfois les passions de l'air du temps, les passions de la mode. Il y a des choses qui se font, mais qui ne viennent pas du fond de vous, qui ne proviennent pas de vos voix intérieures. Alors vous, comment allons-nous les qualifier? Ce sont des envies, c'est des curiosités, des envies de l'autre, des envies d'ailleurs? Oui, je prononce plutôt ce mot-là. Comment je suis devenu un artiste peintre? Et j'avais choisi, mais d'une façon résolue, la preuve, je le suis toujours, à l'âge de 11 ans, que je serais un artiste peintre. À quoi c'est dû, je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait d'introspection à ce sujet, pas vraiment, mais je dessinais pas beaucoup mieux que les autres, peut-être davantage, mais j'avais perçu quelque chose, c'était le statut, je pense, des artistes dans la société des hommes, qui sont en marge, bien en vue, et qui ont une vie, a priori, qui me semblait très libre. Et j'ai eu envie d'être un artiste. Et ce mot envie, d'ailleurs, il m'a été glissé. Je regardais des interviews qu'on peut trouver sur YouTube de Jacques Brel. J'aime beaucoup Jacques Brel, que j'avais eu le plaisir de rencontrer aux îles Marquises quand j'étais équipier d'Éric Tabarly il y a fort longtemps. Et Jacques Brel disait une chose qui me paraît, que je me suis approprié. Il disait que le génie n'existe pas, le talent n'existe pas, c'est l'envie d'être un chanteur qui existe. Et après, ce n'est que du travail. Voilà. Et je pense que ma vie a été guidée comme ça par des envies de mer, des envies, souvent de l'inconnu d'ailleurs, parce que je n'étais pas d'un milieu, évidemment, ni artiste ni marin, donc issu d'une famille d'ici d'ailleurs. Mon père vient du village d'Astis. Oui, on n'a pas trop vu sur la mer depuis Astis. Non, et puis mes parents étaient des ingénieurs qui s'étaient rencontrés à leur premier boulot à Turboméca.
et qui ont eu leur vie d'ingénieur, mais qui m'ont toujours encouragé dans mes choix qui différaient largement des leurs. Les trois frères Lamazou ont été toujours encouragés par vos parents à être libres, à mener leurs projets, à faire aboutir leurs projets. Oui, moi en particulier. Parce que vous aviez dû montrer des prédispositions sans doute à... Ou des indispositions en tout cas. Bien vous en a pris. En tout cas, mon père, qui était un brillant centralien, parce qu'il n'a pas été polytechnicien, figurez-vous, parce qu'il avait le sens des priorités. Le jour de l'oral de Polytechnique, il y avait, apparaît-il, je ne sais pas si c'est la légende de la famille, mais il y avait une finale Pot-Tarbes au rugby. Et donc, il a raté Polytechnique. Mais il était centralien. Et il ne m'a pas poussé. Moi, j'ai bac-2. Je suis parti aux Beaux-Arts très jeune. Et puis après, j'ai quitté les Beaux-Arts aussi très jeune pour partir à l'école de la vie, comme dit joliment Garcia Marquez. Et la plus belle école. L'art, la peinture, le dessin, très vite, c'est les horizons lointains qui se sont imposés à vous, parce qu'on peut rester peintre finalement dans son environnement. C'est ce que j'ai essayé de faire. Parfois, je me suis dit, à des moments dans ma vie, surtout quand j'avais navigué un petit peu, je me suis dit, il faut que je revienne à l'atelier. Un peintre, ça doit peindre à l'atelier. Je n'y suis jamais parvenu. Et effectivement, c'est une... Bon, on peut appeler ça une deuxième vocation, c'est-à-dire quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j'y suis resté qu'1 an parce qu'était venu pour moi l'envie de découvrir le monde, la curiosité. Donc ça, c'est un mot qui mène aussi ma vie, c'est la curiosité de l'autre, la curiosité de ce qu'il y a derrière les horizons et de voir par moi-même aussi. Mais je ne vais pas, quand je parle de l'autre, je parle de la curiosité des Homo sapiens à laquelle j'appartiens, mais il y a une diversité. Les Homo sapiens, on a quand même un pouvoir d'adaptation incroyable. Et on s'est installé aussi bien par moins 60 en Sibérie que par plus 60 à Djibouti et un peu partout dans le monde. Donc ça a créé une diversité magnifique. Et c'est vers cette diversité que je suis allé. Mais je ne suis pas allé voir des musulmans ou des hindous ou des afghans ou des maliens. Moi, je suis allé voir Kutchugui, une Dolgane de Sibérie, par exemple, ou Mohamed ou Aïcha. Mais voilà, et c'est là qu'on revient peut-être, puisque c'est le sujet, le thème des passions. Donc ces passions, passions grégaires, passions qui sont fomentées, parfois transformées en idéologie de pouvoir. Je veux parler des religions, qui m'effraient grandement. Et c'est assez drôle d'ailleurs si on prend ce que disait Jean-Claude Carrière, j'aime ce qu'il raconte aussi lui, et qui disait voilà, il y a à peu près 45 000 religions identifiées dans le monde. Et il n'y en a pas une qui apporte la moindre preuve de ce qu'ils avancent. Mais ça marche quand même très très bien pour certaines religions. Et moi, j'aime bien aussi un auteur, Amin Malouf, qui a dit, je me suis reconnu bien dans ce qu'il disait, il disait, moi je suis un pratiquant non croyant. Enfin, c'est une façon de dire, je suis superstitieux. Superstitieux, c'est la base des religions. C'est la base. Il y en a certaines qui se transforment en sectes et d'autres qui réussissent mieux. Et moi, le premier d'ailleurs. Moi, je suis superstitieux, mais quand j'en ai besoin. Par exemple, dans toutes mes navigations, j'embarquais une boîte à gris-gris. Alors, la boîte à gris-gris, c'était mon petit Parthénon à moi. C'était pas monothéiste. Il y avait de tas de choses dedans. Il y avait par exemple, mon oncle d'Astis m'avait donné un petit bout de bois qui provenait de la rampe du vieil escalier qu'il avait rénové de la ferme familiale. Ma mère m'avait filé une petite médaille de Lourdes. J'avais un collier d'Afrique du Sud sacré de je ne sais quelle tribu. Et j'avais un chef, quand même, il y avait un Zeus dans mon Parthénon, c'était un petit schtroumpf. Un petit schtroumpf. Très belle religion. Oui, très bleu surtout. Et donc... Et c'était un petit schtroumpf que m'avait offert une amie avant le départ de ma première course et qui avait une couronne de laurier autour et qui se tenait comme ça. Et ce petit schtroumpf, il a fait toutes mes courses. Et il est toujours aujourd'hui dans mon atelier. Mais bon, la particularité de cette religion-là, c'est j'en fais pas du prosélytisme, non. Et puis, si j'avais dû agresser tous les gens qui se sont moqués de ma religion, je serais en tôle depuis longtemps, je peux vous dire. Et ça me fait penser aussi, alors on revient à la curiosité, c'est ça d'aller voir des choses au lointain
Et un des voyages les plus éloignés, si je puis dire, parce qu'il n'était pas dans l'espace, il était dans le temps, c'est lorsque j'ai séjourné avec un groupe d'Indiens d'Amazonie, et je faisais le portrait d'une Nadia. Et dans mon process de travail, il y avait un questionnaire. Je m'étais fabriqué une sorte de questionnaire de Proust que je posais à toutes mes modèles partout dans le monde. Et il y avait une question sur la religion, justement, mais que j'abordais pas comme ça. La question, c'était: est-ce que tu es superstitieuse? Et elle m'a dit: mais non, pas du tout, je crois en Dieu, et puis d'ailleurs je le connais. Et elle me montre le ciel, et elle me dit: il est là. Et c'était Tamige, son grand-père, quand il est mort, il est monté au ciel, et le ciel est constellé de milliards d'étoiles, et donc de nos ancêtres. Et là, je trouve que ce sont et elle-même, son Tamige, elle n'en faisait pas du prosélytisme non plus. C'était sa religion. C'était sa religion, la religion de son groupe en tout cas. Et c'était assez joli. Puis c'est pas ni plus ni moins crédible qu'une Marie qui a enfanté tout en restant vierge et qui tout d'un coup s'est mis à léviter pour aller retrouver sa famille parmi des anges asexués. Vous avez des fables comme ça, il y en a 45 000 paraît-il, et encore. Ils n'ont pas compté mon schtroumpf dans le tas. C'est ça. Donc voilà, c'est cette curiosité de la façon dont les gens aussi, et puis la biodiversité aussi dans laquelle elle évolue, parce que je suis très curieux de la nature aussi, puisqu'on appartient à cette biodiversité. Mais par exemple, cette Nadia me disait une chose aussi, qui partage, d'ailleurs j'ai écouté des anthropologues qui en parlaient dans une émission également, qui avaient une vision différente de nous, puisque nous, on dit bêtement l'homme descend du singe, n'est-ce pas? Mais eux, non, c'est le singe qui descend de l'homme. Parce que pour eux, le singe, il est en harmonie totale avec la nature. Nous, on est vraiment des arriérés comparés à cette évolution. Donc c'est pris en sens inverse. Donc voilà, et puis il y a je parlais, on pourra arrêter de parler de passion peut-être, mais les passions, alors qui m'effraient encore plus, c'est les passions des nations. C'est un concept quand même. Moi, je me dis que sur la France d'ailleurs, où la plupart des pays ont pas ils ont pas plus de 60 ans d'âge, c'est-à-dire un soupir dans l'histoire, ne serait-ce que de l'humanité. Je parle même pas c'est un beau sentiment aussi. Moi, je suis très fier d'être béarnais. Ça, il y a pas de problème. Mais de là à se battre, à tuer, etc. pour cette notion de nation. La France, par exemple, Charles VIII, je crois, a épousé Anne de Bretagne en 1480, il y a 500 ans. Ce que disait, je crois que c'était Norbert Elias, un chercheur qui parlait de l'Europe. Il disait que François Ier, à l'aube du XVIe siècle, il n'y avait pas une idée du royaume de France plus solide que celle de Schuman quand il a créé de l'Europe, qu'avait Schuman de l'Europe quand il a créé l'Union des charbonnages. Et voilà, c'est-à-dire que bon, c'est des choses, on peut s'en targuer, mais voilà, c'est pour ça que je me méfie de ce genre de passion partagée et parfois quand même manipulée. Oui. Voilà. Vos curiosités, vos envies, c'était aussi des rencontres. Des rencontres. Pas seulement. Oui, parce que ça, c'est aussi, j'ai trouvé dans le dessin. Donc, quand on dit, par exemple, si on prend mon projet Femmes du Monde, qui s'est achevé quand même il y a 10 ans, en fait, le 10e anniversaire cette année. Et ça me permettait d'aller faire des portraits de femmes, il faut bien aller les voir. Donc, je me force un petit peu à aller. Et puis, c'est aussi de la curiosité, parce que on est dans un drôle de monde, les Homo sapiens, comment on est arrivé là. Par exemple, moi, quand j'étais ici, en 6e, 5e, j'étais à Barthou. C'était un lycée de garçons. On était séparés dès l'âge pubère. Chez nous, on le fait moins maintenant. On sépare les garçons et les filles. Ça devient un parfait mystère. Et donc, je suis allé. Bon, c'était pas la seule raison. C'était aussi que je m'étais aperçu que je préférais dessiner, c'était des femmes. Ce qui est absolument pas original dans l'histoire de l'art de l'art occidental tout au moins, parce que les femmes, c'est quand même les muses traditionnelles des artistes hommes. Jusqu'au XXe siècle, il n'y avait pas d'artistes femmes. Et puis, voilà, et puis c'est tourné, et puis c'était d'aller dans un pays, parce que quand on va quelque part, on commence par quoi? Moi, je prépare toujours mes voyages, sachant très bien, comme disait Nicolas Bouvier, que le propre des grands voyages est d'en ramener toute autre chose qu'on était allé y chercher. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, je prépare un sujet dans ces voyages, mais je suis un peu paumé. J'achète toujours des guides de voyage pour savoir exactement aux endroits où il ne faut pas aller. Donc c'est bien énuméré dans les guides de voyage.
à toutes les pages. Et c'est précisément là que vous allez d'ailleurs, non? C'est précisément là que vous allez, là où les guides vous disent de ne pas aller. Non, ils vous disent les endroits où il faut aller, c'est là où je ne vais pas. Justement, c'est plutôt ça. C'est guides de voyage. Bon, bref, je m'éloigne un peu, mais donc dans ce sujet, effectivement, c'est devenu là, cette période-là où mon travail est devenu militant, parce que je trouve que j'avais choisi la Corne de l'Afrique comme première destination, un endroit où j'étais jamais allé. C'est la curiosité, c'est parce que c'est Rimbaud, c'est Montfred, et aussi la beauté légendaire des Daroud de Somalie, dans cette région-là, la Corne de l'Afrique. Et puis c'est aussi, surtout, le cœur de la matrice de ces pratiques de mutilation génitale des femmes. Et donc j'avais fait le portrait là-bas d'un certain nombre de femmes activistes. Et puis après, comme guide dans toutes les régions du monde où je suis allé, j'ai essayé, c'est la chose que je me contentais de faire, c'était de sélectionner les associations de femmes qui, elles, me guidaient vers d'autres femmes intéressantes, etc. On va parler de cette dimension d'engagement et de militantisme de votre art. La peinture et le dessin, c'est aussi un moyen de communication quand on arrive, parce qu'évidemment, même si vous dites je me suis préparé, sans doute y a-t-il des interprètes avec vous, enfin, ou des gens, mais quand on propose à quelqu'un, ou quand on demande aussi, parce qu'il faut peut-être lui demander l'autorisation de le dessiner, de le peindre, c'est un moyen de communication qui peut permettre de transcender aussi. La peinture, oui, enfin, je le répète tout le temps, c'est un moyen lent, doux. Je fais maintenant, après avoir essayé d'être l'homme le plus rapide autour du monde en bateau, je fais l'éloge de la lenteur. Et donc ça va doucement, et surtout les gens voient ce que vous faites. Et ici comme ailleurs, quand vous faites un dessin, en général, et moi le premier, je vais voir ce qu'il fait le dessinateur. Oui, c'est comme sur la place du Tertre. Et c'est un peu le cas partout dans le monde. Et aussi, vous prenez le temps, c'est-à-dire que vous regardez, je fais votre portrait, il faut bien que je vous observe. Si vous faites ça sans avoir un crayon et un papier, vous prenez une baigne au bout de 30 secondes ou de 3 secondes même. Mais là, je peux rester 1 heure à vous scruter et apprendre votre beauté. Parce que beaucoup d'endroits où je suis allé dans le monde, et c'est de la curiosité, c'est que autant j'avais été surpris par la nudité de Nadia dans cette tribu, ce groupe amazonien, tout le monde vivait nu. La première fois, on n'est pas habitué, ça surprend. Et je vous parlais par exemple de la beauté des aborigènes qui sont sans doute les gens les plus éloignés de nos canons de la beauté. Quand on observe bien une aborigène, qu'on essaye de la dessiner, c'est difficile parce qu'on a des a priori et on s'aperçoit que son visage est d'une perfection absolue. Voilà. Et pour revenir d'ailleurs aux nations, chez les aborigènes aussi, ils ont une fonction. Et nous, on a quand même, on est la seule espèce sur cette terre à avoir cette espèce de notion de propriété. Là. Lorsqu'un type a planté 4 poteaux et a dit ça c'est chez moi, le plus surprenant c'est que tous les autres l'ont cru. Et c'est là que les emmerdements ont commencé. Ce que disait Rousseau. Et on voit bien dans la nature, il y a des territoires, bien sûr, mais ils sont matérialisés comment de manière olfactive, de manière sonore aussi, où ils grognent un peu, casse-toi de là, c'est chez moi, mais jamais vous avez des murs, des barbelés, des fossés, des douaniers, des choses comme ça, etc. Et chez les aborigènes, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ce que j'ai découvert là-bas, j'aurais pu l'étudier un peu avant, mais il doit y avoir 300 langues différentes aborigènes et 300 groupes, je dis 300, mais c'est très nombreux, qui ne se comprennent pas du tout, ce n'est pas forcément les mêmes racines de langue. Mais ces territoires existent et ils les connaissent tous. Ils les connaissent tous parce que là-bas, la propriété se matérialise par un truc qui est quand même absolument très, très subtil, très spirituel même, puisqu'ils le matérialisent par des chants et des poèmes. Ça s'appelle le chant des pistes, que tout le monde connaît. Et on sait, alors là, c'est-à-dire qu'ils ne bougent, eux, c'est dans leur religion, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas un gravier sur le sol. Ça, il ne faut pas toucher à la nature. Et d'ailleurs, vous pouvez lire un livre, j'ai découvert ça en lisant un auteur de voyage merveilleux qui s'appelle Bruce Chatwin et qui a écrit un livre qui s'appelle justement Le chant des pistes. Voilà, c'est ces curiosités-là, j'aime bien aller voir comment les autres pensent. Et là, d'ailleurs, je vais vous lire une phrase d'un auteur que
j'ai découvert vraiment sur le tard, qui s'appelle Victor Ségalen, et qui a justement passé sa vie à chanter le divers. Ne nous flattons pas d'assimiler les mœurs, les races, les nations, les autres, mais au contraire, réjouissons-nous de ne le pouvoir jamais, nous réservant ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le divers. Et il y a un autre auteur aussi, dans la foulée, je vous le cite, après j'en ai plus. C'est un peu plus tard, quelques cent ans plus tard, pas tout à fait, c'est Édouard Glissant. Édouard Glissant, l'héritier de Césaire, Senghor, et qui a créé ce concept qui s'appelle le tout-monde, et qui revient au divers aussi, et qui écrivait par exemple « La différence est un élément au plaisir poétique. La différence vous permet de multiplier en vous les plaisirs du monde. » Et ces deux phrases seront en exergue. Je vous invite à vous préparer à y aller. Vous avez le temps, mais pas moi. Et il y a une exposition qui sera tenue au Quai Branly de mes œuvres, qui va s'appeler « Le bateau atelier, l'errance et le divers » en novembre prochain au Quai Branly, où j'inviterai un certain nombre d'écrivains, à la fois du passé et du présent. On parlait tout à l'heure de langue. On va parler un petit peu de la mer quand même, parce que la mer n'est pas arrivée, j'allais dire par hasard, et puis finalement un peu si. C'était, vous cherchiez un véhicule pour cet ailleurs, cet autre que vous cherchiez, et c'est comme ça que vous avez pris la mer. Oui, c'était une période où le mot partir était, disons, à la mode, on peut dire. J'étais un jeune homme en cheveux à l'époque. C'était la post-beatnik, le début des années 70. Et j'ai eu envie de découvrir le monde, mais attiré par, comme souvent, par l'inconnu, c'est-à-dire pour moi le monde maritime, inconnu, et le monde des marins, qui m'attirait beaucoup. Et donc j'ai pris un sac de gouache, et puis je suis parti faire du bateau stop sur les ports, et ça m'a amené à apprendre ce métier, à rencontrer des marins et pas des moins connus, et de devenir un marin un temps. Et le bateau, pour moi, demeure encore aujourd'hui, et la mer, un espace de liberté, et le bateau, un moyen d'aborder le monde, les rivages, justement avec la lenteur, qui est, que je trouve souverain, comme d'aborder les gens avec le dessin. Vous dites d'ailleurs que vous aimez les ports, les rivages, peut-être plus que la mer. Est-ce que c'est pas l'arrivée et le départ? Oh, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris à aimer la mer, parce qu'on n'est pas des poissons après tout, et donc c'est pas forcément, on peut pas dire que ce soit notre milieu naturel, mais j'ai appris la satisfaction de ce qu'on dit faire corps avec le bâtiment, c'est-à-dire devenir un marin, et de savoir où on se situe dans la nature. Voilà, je me rapprochais un peu du singe, si vous voulez, dans l'évolution. J'avais fait un progrès en étant marin. Le singe a le pied marin? Non, je parlais de l'adaptation à la nature. Oui, oui. Faire son service militaire sur le bateau. Non, ils sont pas idiots. Ils sont pas idiots, les singes. Ils vont pas faire du bateau. Faire son service militaire sur le bateau d'Éric Tabarly, c'est une sacrée aventure, non? C'est surtout une grande chance. Parce qu'à l'époque, moi qui suis pourtant aujourd'hui officier de marine, capitaine de frégate, était venu pour moi quand vous auriez pu mettre l'uniforme quand même. J'aurais pu. Quand j'étais quand j'avais quitté les Beaux-Arts, j'étais parti. Mes premiers embarquements m'avaient amené vers les Antilles, et était venu pour moi le temps du service militaire. Et à l'époque, donc, jeune homme aux cheveux, c'était pas la perspective qui me faisait le plus envie. Voilà. Et je me préparais bien à être un insoumis, et quelques bons amis c'est là que je parle de chance, parce que quelques bons amis m'ont dit, écoute, on a un ami qui a droit à 4 appelés par an, il est choisi sur recommandation de ses amis, on va l'appeler, c'était Éric Tabarly, et qui m'a embauché sans me connaître. Penduic, 6 6, et j'ai passé 2 ans et demi avec lui, donc j'ai appris vraiment le métier de marin, avec l'enseignement, le meilleur enseignement qu'on pouvait rêver avoir à cette époque-là. Moi, mon père avait fait l'école centrale, moi j'ai fait Tabarly. Quel professeur! Et là, vous avez enchaîné. C'était un professeur, ça m'allait très bien d'ailleurs, parce que il enseignait par l'exemple. Tout le monde sait qu'il n'était pas très bavard. C'est ça. Le marin est taiseux. Pas tous. Pas tous. Kersozon, il n'est pas taiseux. Non, pas vraiment. Lamazou non plus, pas trop. Oh si, là, je suis bien obligé, je ne vais pas vous faire le coup.
La mer, ensuite, vous avez continué, effectivement, et on se souvient... mais finalement, quand on regarde votre vie, si le dessin en a toujours fait partie, puis on va parler surtout des projets aussi rapidement, la mer, finalement, entre guillemets, votre carrière sportive, elle a été, c'est quoi, 5-6 ans? Oui, 7 ans, grand maxi, 5 ans vraiment professionnel. Mais quel Mais ça a palmarès! été très médiatisé. Mm. Voilà. Mm. Donc les gens m'ont connu comme C'est marin. ça. Voilà. Un navigateur. Le Vendée Globe, je le disais en vous présentant rapidement. L'année suivante, champion du monde de course au large. La route du Rhum. Oui, Enfin, enfin, voilà, à 4 ans, j'ai remporté toutes les épreuves, c'est ça. quasiment toutes, sauf la Transat où je m'étais un peu planté. Mhm. Et la Transat anglaise, je veux dire, mais toutes les autres, je les avais remportées en très peu de temps. Et ayant franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, eh ben, cette envie que j'avais eue, qu'avait suscité d'ailleurs Éric Tabarly et tous les camarades qui naviguaient avec moi sur ce genre de bateau, ben, elle m'a abandonné d'un coup. C'est-à-dire que je n'avais plus envie d'être champion parce que j'avais consacré beaucoup de temps. C'est une vie pourtant confortable d'essayer d'être champion parce que c'est monomaniaque, comme il faut beaucoup travailler, mais l'objectif c'est de franchir une ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la vie à part la mort, mais ça n'existe pas. Là, c'est facile. Alors, en fait, la vie de sportif est assez facile. Mhm. Et plus, je pense que c'est un petit peu plus, il faut être vraiment à l'écoute de soi pour avoir une vie d'artiste ou une vie autre que sportive. Je crois. Mhm. Mesdames et messieurs, ce navigateur que vous voyez là devant vous n'a pas le permis bateau. Comme quoi, hein. Le dessin, revenons au dessin, parce que c'est ça quand même que l'on retrouve votre art, votre peinture. Je parlais tout à l'heure de la dimension d'engagement et de militantisme presque que vous avez donné et on le comprend mieux en vous écoutant, ces rencontres que vous avez vues, que vous avez faites et les gens que vous avez rencontrés, les femmes, même si vous l'avez dit, elles sont plus agréables, plus faciles à dessiner quand on est un artiste homme. Pour autant, c'est les droits des femmes qui vous sont rapidement venus comme une Oui, nécessité. j'avais même prolongé mon travail artistique en créant une association qui existe toujours, que je parraine et qui vient en Lysistrata. aide. Oui, Lysistrata, qui s'appelle Lysistrata. Comme chacun sait, Lysistrata, c'était le rôle-titre d'une pièce d'Aristophane, c'est 400 ans avant Jésus-Christ. Et l'histoire, c'est que cette femme avait rallié les femmes d'Athènes pour leur demander de faire la grève du sexe C'est ça. si leur mari continuait à aller se battre contre Sparte. Les Spartiates femmes avaient rejoint Lysistrata dans ce mouvement qui est resté une fiction. Et donc j'ai donné ce nom-là à mon association. Et on continue à aider des femmes dans le Nord Kivu, victimes de violences sexuelles, et de femmes roms en France qui ont des difficultés aussi, à la fois dans leur milieu et dans le milieu opposé, à s'intégrer, à amener leurs enfants à l'école, etc. Donc voilà, ça c'était oui, mon travail sur les femmes du monde, c'était pas parti comme ça, mais c'est devenu une sorte d'inventaire des multiples visages de la misogynie dans le monde. Voilà. Alors, comment vous réagissez à ce phénomène que nous observons depuis quelques semaines, comme ça, cette libération de la parole des femmes face aux violences qu'elles subissent? Bon, c'est ça peut. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne veux pas dire que c'est pas bien. C'est non. très très bien. Parce que j'ai reçu une dizaine de pétitions à signer tout d'un coup. Parce qu'il y a eu cette affaire d'Hollywood, bon, c'est très bien, mais bon, ça, je range aussi un peu dans le côté grégaire. Et si c'est suivi de quelque chose, si cette mode ne passe pas et n'est pas chassée par une autre, ça sera très bien. Il faudrait effectivement que le juridique, pour une fois, peut-être précède le culturel et que ça change les mentalités dans la culture des rapports entre les hommes et les femmes. Alors pourvu que ça dure. On va voir. Vous avez toujours des projets, des idées en tête. Celui qui vous anime depuis quelque temps déjà, est-ce qu'on est près de l'aboutissement? Il vous porte ce projet de bateau atelier? Oui, le bateau atelier, oui, il se trouve que ça Atelier fait des rêves? un moment, comme vous dites, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, c'était en 97, donc il y a 10 ans? non, 20 ans? oui, 20 20 ans. ans, pardon. Non, c'était en 90, 27 ans. 27 ans, les journalistes donc m'avaient demandé quelle course tu vas faire, tu vas passer sur multicoque, etc., etc. Je lui ai dit oui, je vais passer sur multicoque, mais ça ne sera pas en course.
Et ça sera un projet qui s'appelle le bateau d'atelier. Je l'avais déjà annoncé il y a 27 ans. Oui, ça fait un moment. Mais pour comme souvent, une conjonction de facteurs fait qu'aujourd'hui, ce bateau va exister. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer des images. Oui, volontiers. Qui vont un peu. D'ailleurs. Ça y est, c'est à l'écran. Il faut que je. Comment on fait? Ah ben oui, ça c'est à l'écran. Donc je vais piloter avec mon ordinateur. Donc le bateau atelier, c'est un vieux rêve, comme vous voyez, et qui réunit, si vous voulez, les sillages de ma vie, qui sont d'être artiste, d'être militant, d'être voyageur maritime. Mais la particularité de ce navire, c'est que, d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est appelé à faire le tour du monde le plus lentement possible. Il sera plus souvent au mouillage dans des baies ou à quai dans des ports. Mais la particularité principale de ce bateau, c'est son équipage sera composé d'artistes et de chercheurs, et qui ensemble vont observer le monde avec un autre regard. Si vous voulez, c'est un peu alors ce que je vais vous montrer en image, c'est vraiment l'illustration de tout ce qu'on a abordé ensemble. Le thème, c'est la diversité de l'humanité et la biodiversité dans laquelle cette diversité de l'humanité s'épanouit, se développe, à laquelle elle appartient. Et ensemble, nous allons produire, nous allons créer, nous allons diffuser des films, éditer des livres, ce que j'appelle une expression traditionnelle, mais surtout, et ça c'est un des facteurs qui font que ce projet maintenant est en train d'aboutir, c'est que nous allons diffuser cet autre regard vers un jeune public, qui est mon public favori, et qui sont les écoles. On crée un programme pédagogique basé sur ces regards d'artistes et de chercheurs, et qui sera diffusé. Et aujourd'hui, quand j'ai remporté le Vendée Globe il y a 27 ans, donc on s'exprimait avec la Terre, enfin on dialoguait avec la Terre par service radio, par la radio, c'est-à-dire que quand ça marchait. Quand ça marchait, donc on ne dialoguait pas en fait, moi ça m'allait très bien. Mais aujourd'hui, le fait que le Cléache, quand il a remporté le Vendée Globe cette année, vous l'avez vu à la télé en direct tous les jours. Oui. Et ça, c'est quand même les progrès c'est beaucoup plus étonnant, beaucoup plus fulgurant que les progrès, ne serait-ce techniques, parce que les bateaux vont beaucoup plus vite. Voilà. Et pour le bateau atelier, c'est formidable, parce que je peux être dans un lagon du Pacifique et être en relation avec 100 000 écoles dans le monde, voire plus. Voilà, c'est ça le thème. Et donc, la transmission, pour vous, c'est ce que vous faites, voilà. C'est justement dans un objectif de transmission, de pédagogie. Ben, oui, je vais y venir. Alors, je vais vous présenter, je vais présenter une petite présentation qu'on aurait pu d'ailleurs projeter pendant quand je dis les sillages de ma vie, c'est-à-dire qu'il y a donc la peinture, le bateau, mais aussi le travail. Là, on va y venir. Donc là, je vous montrer rapidement. C'était le premier tableau qui a été encadré dans le salon de mes parents. J'étais en Tunisie à l'époque. C'était un grand tableau et qui s'appelle, c'est assez prémonitoire, ça s'appelle Les pêcheurs d'Arcachon. C'est à Arcachon que plus tard, j'ai construit mes navires et c'était mon port d'attache pendant des écureuils d'Aquitaine à l'époque. Et je ne connaissais rien aux bateaux ni aux pêcheurs. On m'avait simplement dit qu'il y avait les pêcheurs d'Arcachon avec des pantalons rouges. Bon, bref. Et là c'est quelques images de mes premiers carnets antillais. Ma première embarcation aux Canaries qui m'avait pris en bateau stop pour traverser l'Atlantique, et quelques années plus tard, j'avais été, donc ça c'est une photo qui a été faite à Fatouiva, on parlait de Jacques Brel, on venait de rencontrer Jacques Brel dans l'île voisine, et c'était d'ailleurs dans cette île, c'était un peu la motivation d'ailleurs si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de cette vocation de voyage. J'allais aussi, les îles Marquises, c'est un endroit où, et c'est assez étonnant, une toute petite portion entre le 19e et le 19e siècle, le 19e et le 20e, la quasi-totalité des dieux qui s'étaient assis à la table de mon adolescence. Je veux parler de Stevenson, de Melville un peu avant, de Jack London, Gauguin, Ségalen plus tard. Tous se sont croisés aux îles, enfin ils ne se sont pas croisés, mais ils auraient pu se croiser aux îles Marquises. Donc voilà. Et donc Tabarly qui avait donné, donc qui avait suscité cette nouvelle envie de compétition. Là, on voit le premier navire, Écureuil d'Aquitaine 1, auquel, vous ne savez pas, mais vous avez participé, puisque mon premier sponsor, c'était la ville de Pau, qui m'avait permis, en 84 ou 5,
de financer mes études du bateau. Et c'était donc monsieur André Labarrère qui avait été le premier sponsor, et le relais avait été pris par la région Aquitaine. Et donc c'est vrai que donc c'était un bateau du Sud-Ouest, et qui était donc le Sud-Ouest et France 3 Aquitaine étaient les sponsors aussi. Et donc on voit les dates, oui, ça commence en 86 et ça finit en 90, quoi, ma carrière maritime en fait. Et je suis parti aussitôt après, donc faire ce qu'on a appelé mes premiers livres, les carnets de voyage, qui étaient où j'ai fait, en fait, j'ai réalisé en quelques années ce que je n'avais pas fait aux Beaux-Arts, je l'ai fait en voyageant. Mais le travail principal, alors je passe assez rapidement, ça a été, et ça je reviens au bateau atelier, quand je dis que je vais embarquer des artistes, j'ai beaucoup aimé, je continue à le faire, à travailler avec des artistes, avec un travail à quatre mains, si vous voulez, ou plus d'ailleurs. Là, il s'agit de Malik Sidibé, il y a une expo merveilleuse en ce moment à la Fondation Cartier à Paris, qui était un photographe qui est décédé récemment et qui, lui, je l'avais fait poser dans son studio à Bamako, et lui, il m'avait mis des vintages qu'il avait fait dans les années 50-60. À côté, on avait fait un tableau commun. C'est un autre exemple. Par exemple, c'est Alvaro Mutis. Alvaro Mutis, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur absolument merveilleux. Vous avez sûrement tous lu Cent ans de solitude, mais peut-être pas remarqué que c'est dédicacé à Mercedes et Alvaro Mutis, qui, Alvaro Mutis, en quelque sorte, était le découvreur de Garcia Marquez. Et lui m'avait écrit pendant que je faisais son portrait, c'était à Mexico, parce qu'il était exilé à cause de raisons politiques au Mexique, il est colombien. Il m'avait écrit un petit poème qu'on a collé dessus, et on ne voit pas très bien ce qu'il a écrit, c'est en espagnol. Mais bon, pour la petite histoire, c'est les règles pour boire de l'alcool. Et il y a un certain nombre de règles qui sont énumérées. Ne jamais boire jusqu'à l'ébriété, ne jamais boire seul, avec des inconnus. Voilà. Et dernière règle, ne jamais boire avant 13h30. et je me souviens très bien, il m'a dit, bah, tiens, justement, je vais te faire goûter le meilleur mezcal du Mexique. Et ça devait être quelque chose. Et j'ai dit, mais c'est pas l'heure. Il est midi. Ah, il dit, les règles, c'est fait pour être transgressé. Voilà. Et là, encore autre exemple, je passe rapidement, ça c'était le fameux Cordal. Moi j'avais été voisin j'habitais le HLM juste à côté du sien, à la Cuba pendant un an, et il m'avait donné un tirage sur lequel j'avais fait son portrait, le fameux photographe Duché. Ça c'était une artiste que j'aimais beaucoup à Haïti, qui avait fait, vous me reconnaissez bien, mon portrait aussi, à côté. Oui, c'est très fidèle. Et d'ailleurs, elle avait légendé quitte Yopalé en créole, ça veut dire laisse-les causer. Voilà. Et là, je parle de Pansy, on a parlé des aborigènes, et là, j'avais fait son portrait, et elle avait trouvé que ça manquait un peu de spiritualité, donc elle avait rajouté ses petites touches. Voilà, donc je passe là, ça c'était un travail. Le travail militant, on l'a parlé, je vais passer très vite dessus. Comment travaillez-vous? La photo aussi est importante, c'est-à-dire que vous... Je suis un photographe, je vais vous montrer une photo, on va pouvoir la commenter tout à l'heure, tout de suite. Je suis un photographe qui fait des photos comme un peintre. Là, il s'agit de Safia, donc, qui était cette militante qui luttait contre les mutilations. Bon, là, l'Afghanistan, il y avait tout. Ces visages de la misogynie, ça, c'est les réfugiés. Jami, c'est une femme soldat du Sud-Soudan. Et là, on voit une photo, bon, je ne sais pas si c'est la projection est très bonne, mais c'est une photo qui est entièrement composée et qui s'appelle, qui est le portrait de Susanna. Donc, c'était dans un camp de réfugiés dans le Nord Kivu, dans le Massissi, au Congo. Et je faisais le portrait de femmes qui étaient victimes de violences sexuelles, qui étaient réfugiées internes. J'avais passé pas mal de temps dans ce camp. Et j'avais fait une fresque, en fait, une fresque de ce que j'avais vu, mais je l'ai fait en photo. J'aurais pu le faire en dessin, où on voit un certain nombre. Alors j'ai un outil, je vais pouvoir m'en servir. Je vais vous montrer ça. Là, on voit Susanna qui est là. Et là, c'était une de ses voisines qui balaye la cour. Ça, c'était Oumioana. C'était un portrait double que j'avais fait, qui va chercher l'eau, elle va chercher le bois. Elles vont au champ, elles coupent le bois, elles font la cuisine, elles font les tapis, elles font tout, etc., sauf quand elles sont blessées. Et le tableau s'appelle Les joueurs de cartes, parce que les mecs, eux, ils picolent, ils jouent aux cartes et ils fument. Voilà. Même avant 13h30. Et de temps en temps, ils en suivent quelques-unes au champ pour les violer. Et voilà, c'était là. Et là, c'est ce que j'appelle une photo de tableau. C'est-à-dire que cette photo, elle est composée. Je fais un dessin avant, un storyboard, pour expliquer ce que je vais faire. Et il me faut des interprètes, évidemment, parce que je ne parle pas très bien le swahili.
Et je commence par faire le paysage avec des centaines de photos, et chaque femme a posé séparément, c'est-à-dire quand je rentre, j'ai des milliers de photos qu'on assemble avec des infographistes et on recompose le tableau, et qui est la vision que j'ai eue, c'est-à-dire que la photo, l'instantané, la photo c'est un instant T avec une perspective unique. Mais pour moi, c'est pas la réalité. Si je faisais votre portrait, mon regard se balade, ma pupille s'adapte à la lumière, puis s'adapte à la nuit, etc. Et j'arrive à faire une photo. C'est une photo où il y a paradoxalement du mouvement. Voilà, pour la photo. Voilà. Donc je vais vous montrer. Quand je vous écoute, Titouan Lamazou, j'ai surtout l'impression que tous ces visages, ces portraits, c'est des histoires. Ce que vous évoquez... Oui, je raconte des histoires. Voilà. Mais c'est des histoires de femmes qui vous viennent à l'esprit derrière chacun de ces visages. Là, vous voyez sur la gauche, c'est Nadia, donc, qui avait son grand-père Tamige qui était monté au ciel. À droite, Juana était une soldate des FARC en Colombie, à l'époque où ils étaient bien actifs. Puis bon, voilà, pour passer sur les femmes du monde, j'en ai des milliers de portraits. J'avais choisi pour l'Europe, par exemple, j'avais choisi le peuple des Roms, qui sont partout présents. Quand Charles VIII, d'ailleurs, a épousé Anne de Bretagne, il y a 500 ans, ils étaient déjà là depuis 60 ans sur le territoire français. On a l'impression ici, quand on écoute les gens, parfois, qu'ils sont arrivés quand la Roumanie et la Bulgarie sont rentrés dans l'Europe il y a quelques années. Mais non, ils sont là depuis longtemps. Et ils sont plus ou moins bien traités dans tous les pays d'Europe. Donc c'est une sorte de peuple européen par excellence. Voilà, je vais passer à une autre, toujours pour le bateau atelier, à une autre forme quand je disais que j'avais embarqué des chercheurs, des artistes et des chercheurs. Ces dernières années, j'ai vraiment systématisé ce travail que j'avais déjà amorcé avant, de faire un travail en binôme. Là, on voit le fleuve Niger, que j'ai peint à gauche, et la carte du fleuve Niger qui a été établie avec un anthropologue, historien et géographe de l'IRD, qui montre tous les peuples qui vivent dans ces endroits-là, etc. Alors là, l'histoire, c'était que j'étais allé retrouver, en 2012, j'avais essayé de rechercher des amis que je connaissais depuis longtemps à Tombouctou, où j'avais séjourné plusieurs fois, plusieurs années de suite. Et quand il y a eu les événements au Mali, j'ai plus eu de contact du tout, et j'ai fini par les retrouver quasiment tous mes amis dans les camps de réfugiés qui s'égrènent entre la Mauritanie, aux frontières du Mali, en Mauritanie, Sénégal, Burkina, Niger. Surtout. Et j'ai continué à dessiner, je faisais ce que j'avais fait avec eux précédemment, mais j'ai éprouvé le plaisir, le désir de mieux comprendre, parce que la situation au Mali et dans cette région sahélienne, c'est assez, pour le moins, confus. Faites un radio-trottoir ici et demandez quelles sont les raisons du conflit malien. Peu de gens le savent, et moi je ne le savais pas profondément, et pour transmettre, donc pour mieux transmettre, il fallait que je comprenne bien, et donc j'ai fait appel à un certain nombre de chercheurs qui étaient donc des anthropologues, des historiens, un professeur grand spécialiste nigérien, spécialiste des langues berbères à l'INALCO, ou d'autres, là c'était des historiens de la Sorbonne, historiens de l'histoire moderne, à la fois du XXe et contemporaine, où on montre les conflits qu'il y a eu, qui sont égrenés avant, pendant et après la période coloniale, et aujourd'hui, le conflit qui est né de notre intervention brillante en Libye, essentiellement. Donc d'essayer de comprendre ça, mais aussi de comprendre la culture avec des musicologues. Et donc ce travail qu'on a fait avec des chercheurs, comme ce qu'on fera sur le bateau atelier, ça donne lieu à des livres. Mais là, je vais venir à ce que vous évoquez tout à l'heure, le travail pédagogique. Et quand nous étions dans le Sahel, avec un chercheur en particulier, historien, qui s'appelle Charles Grémont, et qui est un historien, qui est un grand spécialiste des peuples touaregs de la courbe du fleuve Niger, on a proposé un programme, justement, avec cette vision et cette vision partagée, cette approche intuitive de l'artiste et approche plus savante du chercheur qui fait de la médiation quand même, enfin ce qu'on appelait autrefois la vulgarisation et qu'on appelle la médiation. Et on a proposé, on a établi, alors j'ai travaillé, il se trouve que c'est l'Académie de Toulouse, parce que l'école de Sciences Po de Toulouse avait inscrit ce programme pédagogique comme mémoire d'études de fin d'année, et avec l'UNICEF, avec la Fédération Léo Lagrange, et ça je parle du côté européen. Et du côté africain, on avait sélectionné des écoles à Bamako, à Tombouctou, à Agadez et Niamey, et on avait proposé
des fiches pédagogiques que rédigeaient les chercheurs et professeurs sur les enjeux de l'eau. On avait choisi ça comme thème. C'est assez prégnant dans le Sahel, mais partout dans le monde, aujourd'hui plus que jamais. Et ces fiches, la particularité, c'est qu'elles étaient illustrées par des œuvres d'artistes. Il y avait un artiste malien, un artiste congolais et moi-même. Et on a proposé à ces écoles de travailler sur ces fiches, mais de s'exprimer sur ces fiches avec le langage de l'art, le langage des outils de la culture, c'est-à-dire la peinture, le dessin évidemment, mais aussi la photographie, aussi la vidéo, parce que même dans ces petites écoles, ils ont tous des téléphones portables, on peut faire des films avec des portables, mais aussi la chorégraphie, le chant, etc., la poésie, le théâtre. Et c'était un programme test en fait que je faisais pour le bateau atelier, pour le programme pédagogique que nous voulons mettre en place. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Sur le bateau atelier, là on voit un petit d'Agadez qui avait fait un filtre à eau, là d'autres de ses camarades qui dessinaient des potagers, l'eau, tout ce qu'on faisait, mais ce qu'on a fait aussi de vraiment, c'était pas prévu au départ, et c'était peut-être la chose la plus remarquable, c'est qu'on est arrivé à mettre en contact des élèves du Sahel et vraiment paumés, d'Agadez ou Tombouctou, avec des petits de Toulouse. Et pour ça, on avait été aidé par le CNES, parce que le problème là-bas, c'est que la plupart des écoles sont dépourvues tout simplement d'électricité. Alors évidemment, elles ne sont pas connectées. Le CNES m'avait mis à disposition un matériel satellitaire autonome. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Voilà. Et qui se préoccupe de faire un travail de médiation auprès des écoles aussi. Et on avait même des panneaux solaires qui s'enroulaient pour pouvoir alimenter notre... Et on a mis ensemble des élèves. Et ça, mais c'est merveilleux de voir à quel point les enfants partagent les mêmes préoccupations. D'ailleurs, ils parlaient plus que des enjeux de l'eau, ils parlaient plus de football, de Falcao, de Zidane, mais ils échangeaient et c'est assez merveilleux. Donc voilà tous les ingrédients qui font le bateau atelier. Alors où est-ce qu'on en est dans le bateau atelier aujourd'hui? C'est une belle histoire qui continue de s'écrire, parce que je suis allé voir il y a un certain temps une personne qui était à l'époque directeur de cabinet de la première région Aquitaine, dans les années 80. J'avais même vu Monsieur Labarère, mais même son digne successeur, puisqu'il s'occupait de la cellule UDF à Pau à l'époque. Et donc ce directeur de cabinet s'appelait Alain Rousset. Maintenant, il est président de la Nouvelle Aquitaine, et donc vous participez sans le savoir. J'espère que vous n'en prendrez pas ombrage. Vous participez à ce projet, puisque le principal partenaire du projet est la région Nouvelle-Aquitaine. 30 ans après, voilà, et le bateau sera construit à Arcachon, exactement au même endroit et par les mêmes personnes qui avaient construit mes bateaux il y a 30 ans, justement. Voilà. Et nous sommes en train... de la construction bientôt? Alors, la construction va démarrer, j'espère, en courant d'année prochaine. Et nous allons lancer comme première opération ce programme pédagogique qui est devenu le cœur du projet, en fait. Moi, je me rappelle, peut-être que vous vous souvenez d'un homme tout à fait remarquable du pays qui s'appelait José Bidegain. José Bidegain qui est décédé d'un accident de voiture, là, pas loin de l'aéroport d'Usa, en rentrant chez lui. Et il y a bien 20 ans de ça, ou peut-être pas tant, mais... Et José Bidegain, il se trouve qu'il avait fait les scouts avec ma mère quand il était petit à Pau, et il m'avait servi de parrain, il m'avait beaucoup aidé, parce que c'est un homme très influent à l'époque mitterrandienne. Et il m'avait dit une chose: dans la vie, il y a 3 périodes. Il y a la période où l'on découvre, il y a la période où l'on célèbre, et il y a la période où l'on transmet. Et moi, force est de constater que je suis peut-être rentré dans la 3e période, même si je continue de célébrer et découvrir tous les jours. Et donc, c'est pour ça que ce projet pédagogique dans le projet de bateau atelier est donc devenu prépondérant. Et la première opération va démarrer à la rentrée septembre prochaine, avec le rectorat de Bordeaux, mais aussi le rectorat de Rennes, de Corse qui se sont joints, et vous comprendrez pourquoi, les rectorats des Outre-mer. Et ce projet Dessine-moi un bateau, ça va être comme sur le projet d'Anjou 2, on va fournir des fiches à des établissements, placés sous le volontariat, évidemment, professeurs et élèves, et ces fiches vont parler
de l'histoire des hommes qui vont en bateau depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et les enjeux que ça suscite. Parce que construire un bateau, ça a des conséquences, ça veut dire les routes maritimes, ça veut dire les routes commerciales, ça veut dire la pollution des mers, ça veut dire le développement durable, ça veut dire aussi, aujourd'hui on est à la croisée des chemins, là vous allez voir des silhouettes, vous avez vu la silhouette du bateau, ça c'est une photo qui illustre une construction, mais d'un grand multicoque à Bordeaux, et vous voyez le bateau, il a une aile rigide, enfin un gréement qui est très... Et l'idée ça va être un bateau qui va tester, disons, ce type de gréement. Et l'idée des concepteurs... C'est une voile rigide ? C'est une voile rigide, c'est comme une aile d'avion. Ouais. Et très performant, en théorie, hein, j'espère que ça va se vérifier. Et le bateau est évidemment un bateau qui est ce que j'appelle vertueux, c'est-à-dire qu'on va s'efforcer de faire en sorte que ce bateau soit un bateau qui soit construit avec les matériaux les plus éco-compatibles possibles, des modes de construction qui soit le plus écologique aussi, doté de panneaux solaires, etc., pour son exploitation. Et cette voile, elle est destinée à équiper tous les cargos, les paquebots, tous les navires de commerce du futur. Et on est à la croisée des chemins, parce qu'aujourd'hui, c'est passionnant de s'intéresser à la construction navale, par exemple, parce qu'il se trouve qu'avec l'avènement du moteur en 1920, à peu près dans les années 20, la voile au travail a totalement disparu, alors qu'il n'y avait que de la voile avant. Et pendant 100 ans, il n'y a plus de propulsion vélique, et la propulsion vélique va peut-être revenir sur le bateau. Donc on va proposer ce... Il y a quelques tentatives qui sont faites de cabotage de marchands, ça et là, de bateaux à la voile. Ça commence un peu partout. Il y a une vraie... Enfin, ce qui est bien à notre époque, c'est qu'on peut voir quand même qu'il y a une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver notre planète, mais aussi on se rend compte aussi malheureusement qu'il y a des égoïsmes individuels qui n'ont jamais été aussi puissants dans l'histoire de l'humanité. Donc à la fois on peut avoir de l'espoir et à la fois s'inquiéter grandement de l'avenir. Donc voilà la silhouette du bateau, qui sera un bateau qui ressemble plus à une maison qu'à un bateau, mais qui sera un outil. C'est un outil de travail. C'est-à-dire il y a un grand atelier et tous les outils pour pouvoir que toutes sortes d'arts et chercheurs, écrivains, philosophes, etc., puissent créer à bord. Et le parcours de ce bateau, pour en finir, sera, je vous ai parlé des dom-toms, voilà, ça c'est ça, quand le programme pédagogique qui suivra sera sûrement, je vais évoquer Édouard Glissant, Aimé Césaire, Senghor, sur le commerce triangulaire. Pour moi, le bateau va faire escale dans les Outre-mer français, où le soleil ne se couche jamais. Mais pour moi, les Antilles, c'est tout l'Atlantique Nord. Ça part de Bordeaux, ça va à Ouidah, et de Belém à Québec. Et de même que la Guyane, c'est tout l'Atlantique Sud. On a l'île de la Nouvelle-Calédonie et la Réunion qui viennent passer, là, c'est tout l'océan Indien. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est toute l'Asie du Sud-Est. Et la Polynésie, eh bien, pourquoi pas, c'est toutes les Amériques de l'Ouest. Voilà, comme ça on va appeler. Puis ça s'appelle l'Atelier des Tropiques. L'Atelier des Tropiques. Cher à Gauguin. Oui, c'était Van Gogh qui avait suggéré à Gauguin, qui les bassinait à longueur de temps avec les tropiques, justement. Il a dit, mais pourquoi tu ne crées pas un atelier là-bas et tu amènes tes copains de Pont-Aven, etc., faire créer un atelier. Mais Gauguin s'était retrouvé tout seul aux Marquises. Et moi, je vais essayer de réaliser le rêve inassouvi de Gauguin en toute simplicité. Vous pensez prendre la mer à peu près à quelle période? Combien de temps il faut pour construire un bateau comme ça? 2019, mi-2019. Enfin bon, dans ces projets, les planiques, en général, ils vont dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais non, si on commence la construction en 2018, il faut 1 an à 1 an et demi de construction. Donc, comme on n'a pas un départ de course fixe, donc on n'est pas non plus... On va pouvoir s'appliquer dans la construction de son bateau et ne pas être stressé par les délais. C'est pas comme un départ de course, effectivement. Voilà. Comment vous vivez quand, en ce moment, les concurrentes de la Transat Jacques Vabre sont encore en mer? Pas de nostalgie du tout de Ah non, absolument aucune, parce que d'abord, la vie est bien faite. Je vous dis, ça fait très longtemps que le besoin d'exister par la compétition m'a abandonné.
Et aujourd'hui, c'est peut-être pas tout. J'aurai leur âge aujourd'hui. Peut-être que je m'orienterai pas vers la course au large. Je serai d'une nature, peut-être que je m'engagerai dans des ONG, des choses comme ça, où je continuerai. Je pense que je continuerai à voyager. Mais bon, eux, ils sont adaptés justement à ce monde de communication immédiate, etc. Voilà, je continue à avoir des responsabilités, voilà, dans le monde de la course au large, puisqu'il y a 25 ans exactement, on avait fondé quand j'avais arrêté la course au large, moi, enfin, je voulais plus courir, on avait fondé avec Florence. Florence Artaud. Florence Artaud, le trophée Jules Verne. Le trophée Jules Verne était une course qui devait récompenser le voilier qui réaliserait le tour du monde en moins de 80 jours, ce qui nous paraissait tout à fait impossible à l'époque. Et moi-même, bien que j'avais... Et là, par exemple, c'est un moment où je me suis trompé dans ma vie, parce que j'ai pas écouté mes voix intérieures qui me disaient non, reprends tes pinceaux, maintenant c'est fini, la course au large, c'est bon, tout gagné. Et j'ai mis et puis j'étais devenu tout d'un coup très connu, et souvent la médiatisation et la notoriété ne sont pas les meilleures conseillères. Et j'ai mis en construction un très grand voilier de 43 mètres. Vrai. Voilà, et qui, au bout de 15 jours, a fait naufrage. Et cette fois-ci, j'ai jamais pris le départ du trophée Jules Verne. Je pense qu'on l'aurait remporté aisément, mais enfin avec des scies. Et là, ça m'a vraiment remis dans le chemin, et ça m'a montré que quand on n'écoute pas ses voix intérieures, en général, on fait fausse route. Bon, le trophée Jules Verne était une belle idée quand même, puisque cette année, donc depuis le décès de Florence, j'ai repris la présidence de cette association qui gère cette course. Et on a remis le trophée à Francis Joyon, qui a fait le tour du monde en moins de 40 jours. Voilà. Et il y a un nouveau bateau qui part pour essayer d'arracher ce record. Comme disait Tabarly, les records, c'est fait pour être battu. Tito Lamazou, j'ai envie de vous reposer la question que je vous posais au début. Vous êtes sûr que vous n'êtes vraiment pas passionné ? Ah ben moi non, moi je fais les choses très posément. Je sais pas, je vous pose la question à vous, finalement. Je fais les choses posément. Et en mer, par exemple, alors s'il y a une chose qui vaut mieux être, c'est d'être passionné. La passion, ça trouble la prise de décision, et il faut être au contraire plutôt apaisé quand on est sur un bateau. Et que d'ailleurs ça ne se marie pas avec la passion, pas du tout. Peut-être d'aller faire une régate tous les week-ends comme ça, etc. Mais ça j'ai jamais eu le goût de ça. Et d'être passionné par la régate. Mais encore, il faut je pense, pour aller avec la nature, il faut même mettre ses passions de côté. Quand je pense que, petit clin d'œil, quand je pense que Francis Blanche dans Les Tontons Flingueurs a cette phrase de Audiard, c'est curieux c'est curieux cette manie qu'ont les marins de faire des phrases. C'est une des phrases cultes des Tontons Flingueurs. Des phrases. Et quelle belle manie qu'ont les marins de faire des phrases. J'ai envie pour conclure cette heure passée entre vous, d'emprunter une phrase à une chanson de Renaud. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. J'ai envie de dire, c'est pas l'homme qui prend l'art, c'est l'art qui prend l'homme. C'est un peu votre vie, ça, non ? Oui, mais moi, je fais pas de phrases, contrairement à ce que... C'est vrai, vous décidez et vous peignez. Mais ça vaut ce que prétendait Francis Blanche. Et puis il aurait dû rencontrer Tabarly, il aurait été servi. C'est vrai. Merci beaucoup, Tito Lamazou, pour ce grand moment. C'est moi qui vous remercie. Et vivement le bateau atelier.